Posé sur mon bureau là. C'est un truc pour se déstresser. Tu vois, tu fais ça devant la caméra, comme ça il fait pas attention à ce que tu dis. D'accord. On va essayer de faire en sorte qu'elle fasse attention à ce que je dis. Merci mon lapin. Non, mais il y en a qui vérifient que tu dis pas des trucs. Salut, salut. C'est Nina. Alors je fais ce live, je démarre un peu direct parce que j'ai envie dans ce live, en tout cas sur les premières minutes, d'expliquer ce que je fais, c'est quoi mon travail et c'est quoi mon histoire, puisque Justine, une jeune femme magnifique qui a enfanté il y a peu de temps, a partagé sur sa page le fait que ce soit de s'être préparée avec Absolu Physio qui lui a permis de vivre un enfantement au top. Et donc, comme elle a une communauté très engagée, elle a partagé ça et je me suis retrouvée, c'est merveilleux, avec 1000 abonnés en plus en quelques jours. Merci beaucoup Justine, ça me touche. D'abord bravo aussi pour cette naissance et la manière de le raconter, parce que c'était super. Et merci de dire que c'est grâce à mon programme d'accompagnement Absolu Physio, l'expérience de la naissance. Donc j'avais envie d'expliquer ce que c'est que ce programme. J'ai pris une douche froide et ça m'a rendu les yeux tout rouges. Ce que c'est que Absolu Physio, l'expérience de la naissance. Je commence par ça et puis ensuite je vous dirai un peu pourquoi j'en suis là moi aujourd'hui. Absolu Physio, c'est un ensemble de 15 programmes de ma plateforme Kaizen Nina, qui est un espace de transmission d'infos et de connaissances. Alors ça peut paraître rebutant, on peut se dire oh là là, préparer la naissance c'est plus la respiration, le mouvement, le yoga, le chant, la sophrologie, l'autonomie, etc. Tout ça est super, mais moi je vois les choses un peu différemment. C'est que je pense que pour vivre un enfantement en pleine puissance, il faut avant tout avoir confiance en son corps, en son bébé, en la physiologie, et ne pas se laisser saboter cette confiance. Or, les protocoles aujourd'hui sont très invasifs. Tout est fait pour médicaliser la naissance. C'est de pire en pire. Pourquoi cette mécanique? C'est difficile à évaluer. Mais dans tous les cas, rien n'est fait pour accompagner la physiologie. En France particulièrement, c'est pas du tout apprécié quand on dit qu'on veut accoucher en pleine puissance. Alors dans les pays autour, c'est variable. En fait, moi je pars du principe que ça dépend surtout de la personne avec laquelle on va se retrouver le jour J. Et qu'on ne peut pas se permettre de remettre la réussite de son projet physio dans les mains du hasard et de se dire ça dépend sur qui je tombe. Donc même si en Angleterre par exemple la physio est mieux accueillie, on n'est pas sûr non plus que ce soit parfait. Bref, je referme cette parenthèse. En France, puisque c'est l'endroit que je connais le mieux, c'est un peu la catastrophe, la prise en charge. C'est médicalisé, on veut déclencher tout le monde à 39. On arrive même à faire entendre à la majorité des gens que la grossesse est définitivement trop longue, que Dame Nature s'est trompée et que 42, ça va certainement pas du tout. 41, c'est déjà limite, et que dans l'idéal, ça c'est l'étude French Arrive qui nous l'explique, en déclenchant les primipares à 39, on réduit le risque de césarienne. Donc on est quand même arrivé à un niveau d'arnaque assez consternant. Et mon approche, moi, c'est de dire que si vous avez envie d'aller au bout de votre rêve, d'enfanter par vous-même et de ne recourir à la médicalisation que si elle s'avérait nécessaire, ce qui arrive, bien sûr, parfois la pathologie s'invite, mais parfois seulement. Et en France, on estime qu'une grossesse est à bas risque, mais jamais physiologique. On ne parle jamais d'accouchement naturel par défaut. On est sur une grossesse à bas risque et il est entendu chez les professionnels qu'on ne peut parler d'une grossesse physiologique qu'une fois que bébé est né et que tout le monde est vivant. Voilà. Donc on part du principe que ça va être compliqué. Alors on déclenche tout le monde à 39 et puis on fait planer le risque d'hémorragie de la délivrance. Ça c'est quelque chose qui est très utilisé. D'ailleurs, les professionnels sont persuadés de ce qu'ils racontent en fait. C'est presque ça le plus triste, c'est qu'ils sont persuadés qu'une femme sur 10 fait une hémorragie, que c'est imprévisible, qu'il vaut mieux déclencher à 39, que ça évite les césariennes. Bah oui, parce que sur un accouchement médicalisé, donc avec une péridurale assez dosée, avec une maman qui est immobile, allongée sur le dos, les pieds dans les étriers, il est probable qu'un bébé de 3,7 kg sorte plus facilement au forceps qu'un bébé de 4,3 kg et que donc dans ce cadre-là, on réduirait le risque de césarienne. Mais si vous êtes là, si vous vous êtes passionné pour les récits de Justine, c'est que vous rêvez d'autre chose que d'un accouchement syntopéri. Alors synto, pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est le syntocinon, c'est l'ocytocine de synthèse qui est
administrée de manière quasi systématique aux femmes qui enfantent sous péridurale. Donc c'est de l'ocytocine de synthèse pour générer des contractions, intensifier les contractions utérines et accélérer le travail. Alors ça, j'en parle souvent, on va pas non plus s'étaler sur chaque sujet, sinon on sera encore là demain matin, mais globalement, ça donne des contractions qui sont très intenses, très rapprochées et qui sont très difficiles à encaisser pour la maman. Donc pour une femme qui ne voulait pas de péridurale, ça va être compliqué. Et puis très difficile à encaisser pour le bébé aussi, dans un accouchement avec des contractions naturelles et une mise en route spontanée, naturelle. Bébé, il encaisse ses contractions, son rythme cardiaque ralentit, il progresse un peu et hop, la contraction s'arrête et bébé reprend son souffle, maman reprend son souffle, tout le monde se repose et puis hop, nouvelle contraction. Quand on est sous ocytocine de synthèse, c'est bing, 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 bing. Et pour bébé, c'est chaud, quoi. Et donc, c'est là que c'est fabuleux de dire que le déclenchement à 39 réduit le risque de césarienne parce que par contre, ouais, je regarderai tous vos petits messages après et on prendra tout le temps de faire des questions-réponses. Mais j'ai envie d'aller un peu à l'essentiel et de vous expliquer un peu mon travail pour les personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Donc on dit que le déclenchement réduit le risque de césarienne, mais on inflige avec ce déclenchement qui est donc... il y a plusieurs méthodes de déclenchement, on ne va pas s'étaler sur les détails. Il y a des options mécaniques, le ballonnet pour faire travailler le col, et puis ensuite on peut mettre prostaglandine de synthèse, donc soit au contact, soit en comprimé, pour à nouveau travailler la consistance du col. Et puis quand tout ça est OK, on envoie l'ocytocine de synthèse pour lancer les contractions utérines. Et c'est là que bébé trinque, et c'est là que maman trinque, parce que si elle, personne n'est préparé aux contractions générées par le Sainteau. Alors, je ne les ai pas connus parce que moi, j'ai eu 3 enfantements géniaux chez moi. Mes 3 enfants sont nés ici. Mon premier, ma foi, sans sage-femme parce que j'étais bien là. Et puis, voilà, je me suis dit, moi, tant que je suis bien là, je reste là. J'étais bien là et il est né là. J'étais persuadée que tout allait bien et que mon bébé allait trouver la sortie. C'est ce qui s'est passé. Et ensuite, j'ai rencontré une sage-femme exceptionnelle. Celles et ceux qui ont vu mon documentaire Faut pas pousser savent de qui je parle. Elena Legal, qui fait des accompagnements à domicile et qu'on est à plus de 700 accompagnements à domicile sans jamais une hémorragie de la délivrance. C'est fascinant. Donc on est voilà, dans un contexte en France et ailleurs. Hein. Il y a des pays où c'est encore pire. Hein. Sur les grandes villes du Brésil ou des Philippines, on est à 90% de césariennes programmées. Ça devient une évidence pour les femmes quand elles sont enceintes, elles prennent rendez-vous pour une césarienne, ça devient une évidence. On ne va pas s'étaler sur ces questions-là. Michel Audin en parle très bien dans ses ouvrages. Où va l'humanité avec une industrialisation telle de la naissance? La question peut se poser. Moi, mon travail, c'est pas tant de faire baisser le taux de césarienne programmée, mais plutôt de faire baisser le taux de déclenchement déjà en France et surtout de donner aux femmes qui veulent tout simplement mettre leur bébé au monde par elles-mêmes et lui offrir la naissance qu'ils méritent, de vivre leurs rêves. Et pour ça, elles ont besoin de comprendre non seulement la physiologie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comptes Insta et de personnes qui travaillent sur la naissance qui parlent de la gestion de la douleur. Alors oui, c'est important, la gestion de la douleur, les postures de yoga, le chant prénatal, l'autonomie, les peignes pour les points d'acupuncture, etc. Tout ça est très important, certainement. Moi, j'ai mon approche. Hein, je ne demande pas à tout le monde de valider mon approche. Néanmoins, c'est la mienne. Je ne me suis jamais préparée à accueillir la douleur des contractions pour mettre mes bébés au monde. J'avais de la chance, moi, d'être une tête de mule. Donc, il y a des femmes qui sont des têtes de mule et qui n'ont absolument pas besoin d'étudier, d'apprendre, de comprendre et de se préparer. Elles sont simplement convaincues que ça va rouler. C'était mon cas et ça a roulé. Et la douleur, ma foi, elle arrive... Et on surfe, on accueille, on a mal un peu, mais voilà, ça passe. Et ce qui amplifie la douleur, c'est la peur. La peur que quelque chose se passe mal, l'inquiétude pour son bébé. Et en maternité, c'est terrible. Je regarderai les questions plus tard, d'accord? En maternité, la peur rôde un peu tout le temps. Et le personnel médical a du mal à garder son calme face à une femme qui est pas médicalisée, c'est-à-dire qui arrive, qui veut pas de péri, qui veut pas de monito, parce qu'en fait un monitoring allongé sur le dos pendant 30 minutes quand on n'a pas de péridurale, c'est douloureux en fait, c'est difficile et c'est pas justifié. Ton bébé, il a grandi dans ton corps pendant ces 9 mois, il s'est passé des choses complètement fascinantes pendant tout ce temps
il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien au moment de la naissance. Donc, alors là aussi, je suppose, si vous êtes quelques-unes à tomber chez moi pour la première fois, vous devez vous dire, mais enfin quand même, avant les femmes mouraient en couche. Je lis ce message, j'ai toujours eu très peur de l'accouchement, mais depuis que je regarde vos lives, je me sens de plus en plus à l'aise. Je m'offrirai avec plaisir votre documentaire. Ça peut être une très bonne idée. Voilà, au passage, je suis la réalisatrice du documentaire intitulé Faut pas pousser. Donc peut-être qu'il y en a qui connaissaient ce titre-là avant de me connaître moi. Et commencer au moins par regarder Faut pas pousser, c'est la base de la base. Voilà, et effectivement, il y a beaucoup de femmes qui avaient peur. Enfin, en tout cas, j'ai reçu souvent ce témoignage. Souvent, pas souvent, mais quelques fois. Ce témoignage de maman qui me disait, moi je voulais absolument pas d'enfant parce que j'étais terrorisée à l'idée de l'accouchement et maintenant que j'ai vu votre film et que je vous suis, je prépare un accouchement à domicile. Alors ça c'est vraiment le kiff pour moi parce que c'est un rite initiatique, c'est un rite de passage de mettre son bébé au monde, que c'est une manière d'assumer sa responsabilité d'humaine et de femme, de femelle humaine et de mère, que de permettre au bébé de naître physiologiquement. Parce que si nous, on n'est pas trop sûr de vouloir vivre ça, pour bébé, il n'y a pas photo. Hein. Ça, s'ils pouvaient nous donner leur avis, tous ces petits chatons, ils diraient tous qu'ils veulent venir au monde le jour où ils l'auront décidé eux, et en étant connectés à leur maman, avec des contractions physiologiques, la mobilité de maman, l'obscurité, les bonnes hormones qui permettent de créer le lien, de faciliter le démarrage de l'allaitement, qui n'est pas forcément une chose évidente, même si dans 99% des cas, la femme est faite pour ça et n'a pas d'anomalie. Néanmoins, ça peut être quelque chose de pas facile au début. Mais quand on a mis son bébé au monde avec ses propres hormones, l'allaitement est beaucoup plus facile que quand on a été sous produits chimiques. Voilà. Donc, en tous les cas, je reviens un peu à mes moutons. Le personnel médical, bon an, mal an, a beaucoup de mal à accueillir la physio parce que, donc là aussi, il y en a peut-être qui vont tiquer, les sages-femmes ne sont pas formées à la physiologie. Voilà. Alors j'ai régulièrement, et ça c'est vraiment pour moi un très bon signe que mon travail va dans le bon sens, des sages-femmes qui me remercient et qui me disent j'ai compris mon métier en suivant votre travail. Merci. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Donc j'en ai aussi quelques-unes qui me détestent, mais parce qu'elles sont souvent elles sont soit encore à l'école, soit tout juste sorties de l'école. Bon, parfois aussi des vieilles sages-femmes, mais qui me détestent parce que je mets un peu le doigt là où ça fait mal, à savoir, non, la formation de sage-femme ne comporte rien sur la physiologie. Le seul module, et ça c'est une sage-femme qui le dit dans Faut pas pousser, le seul module c'est aussi de la mécanique obstétricale, donc comment bouge le bébé quand un accouchement est physio, et tout ça on le voit avec un mannequin allongé sur le dos, les pieds dans les étriers. Donc on est assez loin d'un processus physiologique. Mais bon, donc les personnels soignants sont pas du tout branchées physio, elles connaissent pas et donc elles ont du mal à accueillir ça, ça les met mal à l'aise. Une femme qui serait pas en décubitus dorsal, c'est gênant pour elles parce qu'elles n'ont pas leur repère. Donc, et ça leur fait peur. Et puis elles sont convaincues que l'hémorragie de la délivrance, c'est quelque chose qui menace. On ne sait pas quand ça va se produire, c'est imprévisible et les femmes se vident de leur sang et qu'il faut réagir vite. Et ça, médecins et sages-femmes, hein, les gynécos évidemment sont dans le même mood. J'ai interviewé Amina Yamnian, que peut-être vous voyez qui c'est, qui est très active sur les réseaux et sur le plateau de la Maison des Maternelles, qui est chef de service de la maternité de l'hôpital américain à Paris, que j'ai aussi interviewé pour le film. Mais je l'ai interviewée sur Instagram et elle est persuadée qu'une femme sur 10 saigne et que c'est pas prévisible, quoi. Sans faire le moindre rapprochement entre le déroulement de la naissance, l'anxiété ambiante, les gens qui parlent, la lumière, la séparation de la mère et du bébé, le bébé en réflexe de Moreau qui stresse la mère. Ça, c'est ça qui génère les hémorragies. Je ne vais pas m'étaler sur cette question, mais c'est ça. Mais non, pour eux, ça n'a rien à voir. La femme saigne, on ne pouvait pas prévoir. Alors, en fait, il suffit de ne pas la provoquer, l'hémorragie. Mais quand on accouche de manière physiologique, il n'y a pas d'hémorragie, voilà, tout simplement. Quand il y a une hémorragie, c'est qu'il y a eu un coup de stress et un non-respect de la physiologie. Bon. Et j'ai ouvert une boucle que je n'ai pas refermée. On a en tête que toutes les femmes mouraient en couche, que c'était la catastrophe. Avant quoi, on ne sait pas. Ça n'est pas vrai. C'était 1 à 3% des femmes qui mouraient en couche au 16e, 17e siècle, en accouchant dans des petites maisons paumées dans la campagne, avec des sols en terre battue. Donc ça faisait 5%, avec 3, 4 enfants par femme, ça faisait à peu près 5% des femmes qui mouraient en mettant leur bébé au monde. Voilà. Alors c'est beaucoup trop,
Néanmoins, il y avait des placenta prévia, des présentations dystociques, et tout ça dans un non-respect de la physiologie, parce qu'on a beau être dans une petite maison avec un sol en terre battue, une sage-femme et pas de péri, si on dit à la femme de rester allongée sur le dos, s'il y a du monde autour qui lui parle, s'il y a trop de lumière, si elle a froid, si elle a... Enfin bref, tout ça fait que ça n'est plus un accouchement physiologique. Donc aujourd'hui, on peut... C'est quand même dingue qu'il ait fallu que la science s'en mêle pour qu'on comprenne dans quelles conditions on peut bien accoucher. Aujourd'hui, on peut bien accoucher tout simplement en respectant les mêmes conditions que pour atteindre un orgasme. Voilà. Donc, autant dire qu'en salle de naissance, on en est très très loin. Je vais boire un peu de thé. Donc, alors il y avait aussi bien sûr les infections, la fièvre puerpérale qui était une des premières causes de mortalité quand on a commencé à accoucher dans des hôpitaux qui étaient des endroits peu recommandables dans lesquels venaient accoucher les femmes qui étaient en général très pauvres. Et donc c'était un entassement de parturientes et surtout une proximité entre la morgue et la salle de naissance. Et donc les médecins faisaient des dissections de cadavres avant d'aller faire des touchés vaginaux. Et c'est Semmelweis qui a observé que les femmes, les parturiantes, donc les femmes accouchant, qui étaient prises en charge par des sages-femmes, mouraient beaucoup moins de cette terrible fièvre que les femmes qui étaient suivies par des médecins. Et donc il s'est intéressé à cette affaire et il a compris qu'en fait, donc c'était avant Pasteur, hein, et avant le Covid et le gel hydro, donc avant qu'on comprenne qu'il y a un monde bactérien, un monde viral et des petites bêtes qui se promènent. Donc il a observé, y compris qu'en fait... Ils ramenaient la mort en salle de naissance après avoir touché des cadavres. Donc une fois qu'ils ont commencé à se laver les mains, ma foi, ça a quand même bien fait baisser la mortalité. Et puis il y avait aussi les bassins rachitiques. Donc ça, c'était la conséquence d'un rachitisme dans l'enfance lié à une mauvaise alimentation. Quand tout le monde est venu s'installer en ville, pas assez de soleil et alimentation déséquilibrée, carence en vitamine D, rachitisme et donc un squelette déformé et un bassin inadapté à la naissance. Il y a quand même plus beaucoup de rachitisme en France. Donc aujourd'hui, il y a des grossesses pathologiques, mais ce n'est pas du tout la majorité. Il y a parfois, enfin, j'ai pas envie de détailler, des présentations dystociques. Même ça mérite discussion parce qu'en fait, voilà, moi je discute avec les sages-femmes qui font de la AD, même un bébé en transverse, quand la mise en route se fait spontanément, donc bébé a décidé, donc bébé est dans la dynamique des âges se mettre dans le bon sens, et que maman est mobile et décontracte et qu'elle n'a pas peur, et donc qu'elle écoute son corps et qu'elle adopte les positions que lui dictent son corps et ses sensations, bah, le bébé, hop, il s'engage comme il faut. En fait, les engagements dystociques, c'est avec une femme en décubitus dorsal, donc évidemment la pire des positions pour accoucher, donc les pieds sur les étriers allongés là. Donc bon, voilà, évidemment, je pourrais parler de tout ça des heures, donc j'en viens à ce que je voulais vous expliquer depuis le début, à savoir je suis qui, je fais quoi. Parce que c'est vrai que je dis rarement les choses clairement, parce que quand je fais des lives, j'ai l'impression qu'on est une bande de copines, là, que vous me connaissez déjà par cœur et qu'on parle de plein de sujets. Et donc là, c'est spécialement pour les mamans arrivées du compte de Justine, donc pseudo de ouf, j'adore. Qu'est-ce que je fais ? Donc moi, je suis documentariste à la base, hein, donc j'ai travaillé longtemps en télé et j'ai aussi un diplôme de pédagogue. Donc moi, ce que j'aime, c'est explorer très en détail les sujets qui me passionnent et les expliquer simplement. Ça, c'est un de mes enfants. C'est le problème, on accouche, on a des enfants. Et en fait, je me suis intéressée à la physiologie de la naissance dès ma première grossesse en 2010. Quand j'ai vu la prise en charge médicale qui m'était proposée, je me disais, mais c'est pas possible de... Merci Leslie. C'est pas possible de se faire prendre pour une neuneu comme ça. J'avais 37 ans quand je suis tombée enceinte de mon premier garçon. J'avais quand même déjà un parcours professionnel intéressant. Et on me parlait comme si j'avais 7 ans. Je me disais, c'est juste impossible. Et on pouvait me parler de pathologie, ça me passait complètement au-dessus. Donc j'ai quand même fait une amniosynthèse pour cette première grossesse, parce que les mesures, ceci, cela. Je me suis demandé ce que je faisais là au moment de l'amniosynthèse. Je me suis dit, c'est n'importe quoi de se faire enfoncer cette aiguille dans le ventre, alors que je suis sûre que tout va bien. Bon, tout allait bien et puis ça s'est bien passé. Je vais couper l'extérieur là. Néanmoins, je me demandais ce que je faisais là. Et... donc cette grossesse s'est très bien passée et on a essayé de me mettre des nœuds dans la tête de plein de manières, mais alors ça n'avait aucune prise sur moi, je m'en fichais totalement. Et dès ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la physiologie. J'ai lu un grand classique, Le bébé est un mammifère, de Michel Audin, que je vous recommande chaudement, ça fait quand même du bien, rien que le titre, ça fait du bien. Et donc j'ai dit à mon mari, moi je suis très bien à la maison, tant que je suis bien là,
j'y reste, hein, et puis s'il est là, il va trouver le chemin, cet enfant. J'étais sûre que mon corps allait faire le boulot et que mon bébé allait trouver le chemin. Bon, et alors c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Donc cette intuition, elle était juste, parce qu'en fait, quand une grossesse se passe bien et qu'on ne vient pas perturber avec du stress, parce que le stress est pathogène, le stress fait monter la glycémie, alors ça facilite les étiquetages de diabète gestationnel, le stress augmente la tension, la perte de confiance limite la sécrétion. Le bébé est un mammifère, oui c'est ça, de Michel Audent. Donc Michel Audent, O-D-E-N-T, bon, je pense qu'il y a une partie d'entre vous qui le connaissent, mais peut-être pas tout le monde. C'est un monsieur qui a 95 ans aujourd'hui, que j'ai interviewé bien sûr dans le cadre de la réalisation de mon documentaire et qui est un puits de science incroyable et qui se consacre à la physiologie de la naissance depuis les années 50. Donc il est passionnant et ce livre est chouette, les autres aussi. Hein. C'est un mec intéressant. Donc j'ai lu Michel Audent et j'avais dès ma première grossesse en tête de faire un documentaire qui s'appellerait Faut pas pousser. J'ai eu le titre très tôt. Et donc, c'est depuis 2010 que je consacre mon temps libre dans un premier temps et aujourd'hui mon temps professionnel dans son ensemble à l'exploration de la physiologie de la naissance dans un premier temps. C'était la physiologie. Et puis, depuis quelques années maintenant, en faisant cours, j'ai eu un premier garçon qui est né, donc on était avec juste une amie et mon chéri, et il est venu dans la salle de bain. Ça, c'est bon, je me suis un peu déchirée, j'ai poussé un peu fort, donc je suis allée me faire recoudre. Bon, mais très bien. Et puis, pour mon deuxième bébé, j'ai eu la chance de rencontrer Elena. Donc, c'était une évidence que ce serait avec elle. Pas que j'avais pas aimé l'accouchement d'un assisté, mais si j'avais fait ce choix, c'est parce que simplement, j'avais pas rencontré la sage-femme de mes rêves et puis que ça m'inquiétait pas du tout. Hein. J'étais vraiment sûre que ça allait très bien se passer. À aucun moment, j'ai eu peur. Et c'est ce que j'essaie de transmettre, et j'y parviens, je crois, aux mamans que j'accompagne aujourd'hui. C'est de ne pas avoir peur de l'enfantement et d'être suffisamment confiante et connectée à leur corps pour sentir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a énormément d'étiquetages pathologiques. Je peux faire une liste non exhaustive. J'ai des mamans à qui on parlait de pré-éclampsie, qui étaient sûres que non, et qui ont contenu bon, des déclenchements avec des soi-disant placentas calcifiés refusés, avec des bébés qui arrivent en pleine forme à 42+6, des accouchements de jumeaux sans médicalisation, des bébés en siège qui arrivent nickel, des utérus avec 3 cicatrices qui finalement mettent un bébé voix basse. Alors, c'est pas l'utérus, mais enfin, si, l'utérus, il y est quand même pour beaucoup dans la naissance. Donc, des femmes avec des antécédents de 3 césariennes qui mettent un bébé voix basse au monde sans problème. Des femmes soi-disant diabétiques gestationnelles insulinodépendants qui finalement font le choix d'arrêter de s'envoyer ces 4 unités d'insuline lente le soir et constatent ce que j'avais prédit, que la glycémie ne bougeait pas d'1 centimètre puisque c'est le placenta qui pilote la glycémie de la maman pour répondre aux besoins du bébé. Donc si ton corps a décidé que tu aurais 0,96 à jeun, tu peux bien t'envoyer 4 unités d'insuline lente le soir. Ton placenta fera ce qu'il faut pour que tu aies toujours 0,96 à jeun parce que c'est ce que ton bébé demande, lui, pour son développement cérébral. Je résume un peu, mais... Donc, j'ai eu un deuxième bébé 2 ans plus tard et un troisième 18 mois après. Donc, j'ai eu mon premier bébé à 37 ans et à 40, j'en avais 3. Ils sont tous nés à la maison, dans cette maison, qui était une grange en ruine, qui est devenue notre maison. Jamais personne n'a vécu là, à part nous, et des souris avant nous. Et mes enfants, ils sont nés. Donc, c'est vraiment ma maison, quoi. Donc les enfants sont grands maintenant, 2010, 2012, 2014. Pendant tout ce temps, j'ai continué de travailler à la télé puisque c'était mon job et travailler sur la réalisation de mon documentaire Faut pas pousser. Ça a pris du temps de mettre Faut pas pousser au monde parce que j'envisageais au départ qu'il y ait une boîte de prod dans les règles de l'art et puis une chaîne de télé et puis il n'y a rien eu de tout ça et puis finalement je l'ai produit moi-même ce film. Donc c'est un documentaire qui est un travail énorme sur plusieurs années avec 50 heures de rush sans doute, plus de 6 mois de montage, un tournage qui s'étale sur des années, un gros travail d'enquête, d'investigation sur des études scientifiques pour pouvoir retranscrire avec des schémas, des choses simples. Et voilà, donc c'est une invitation au voyage de l'enfantement, mais à ce moment-là, j'avais déjà bien compris que pour inviter au voyage de l'enfantement, il fallait d'abord désamorcer les peurs. Et pour désamorcer les peurs, il fallait un peu casser le mythe de la nécessaire médicalisation de la naissance. Et donc, j'ai tourné dans 5 maternités ou 6. Et donc, des immersions de plusieurs jours. Et puis, j'ai rencontré des sages-femmes, directrices d'école de sages-femmes, les responsables de la gynéco en France, gynéco-obstétrique, donc Israël Nizan, pour ceux qui connaissent. Et puis, Michel Audent, évidemment, éminent spécialiste de la physiologie dont je viens de parler. Marie-France Morel, une femme formidable qui est historienne de la naissance.
Voilà, ce film dure 2h45 pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Et si vous vous intéressez un tant soit peu à la naissance, la base de la base, c'est de regarder Faut pas pousser. J'en viens à la suite, c'est que Faut pas pousser est sorti le 30 septembre 2021. Et un peu plus d'un an après, j'ai admis l'idée qu'en fait j'avais énormément d'autres choses à dire sur la naissance que j'avais pas pu aborder dans le film, qui est déjà très très long, et que j'avais envie d'aborder. Par exemple, un des premiers sujets qui m'a tenu à cœur, c'est le streptocoque B. Deuxième étape, le streptocoque B, parce que le protocole du streptocoque de dépistage strepto B à 36 semaines en France est une absurdité qui peut même faire rire, tellement ça n'a aucun sens, et que beaucoup de collègues à l'international rigolent, enfin se moquent. Les gens se moquent. J'ai écouté, et le lien est dans mon programme consacré au streptocoque B, une conférence qui se passe en Amérique latine par une éminente spécialiste du streptocoque B, qui est sud-américaine elle-même, et qui parle du dépistage en France et de l'aberration de faire un dépistage à 36 pour un strepto qui va et vient dans les voies digestives et génitales chez les hommes et chez les femmes, et qu'en fait il peut être positif à 36 et négatif le lendemain. Donc ça n'a aucun sens, et que pour lutter contre un truc dont on sait absolument rien, finalement, on n'est pas du tout sûr que ce soit encore positif, on balance des antibiotiques à une femme sur deux à l'accouchement. En tout cas, les infos que j'ai sur les CHU, là, c'est à peu près une femme sur deux qui est sous antibiotiques en prophylaxie à l'accouchement. Alors on pourrait se dire c'est pas grave les antibiotiques, je pourrais parler des antibiotiques pendant 1 heure. En fait si, c'est grave, les antibiotiques c'est merveilleux, les antibiotiques ça résout des problèmes importants, c'est une révolution, ça fait partie des révolutions médicales. Et là on est en train d'augmenter un problème de santé publique mondiale, à savoir l'antibiorésistance. C'est les bactéries qui résistent aux antibiotiques parce qu'elles elles sont mises en contact régulièrement et elles finissent par s'adapter. Donc là, on booste des antibiotiques à une femme sur deux, on augmente ce problème de santé publique. Et puis, accessoirement, on bousille le microbiote du bébé, avec des conséquences à long terme sur sa vie d'adulte également. Et puis, celui de la maman. Donc, comme ça, le postpartum est beaucoup plus amusant quand on a une mycose vaginale et une candidose, et puis que bébé a du muguet et que donc l'allaitement est une catastrophe. C'est beaucoup plus rigolo. Voilà. Donc, cette problématique-là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai créé un espace qui s'appelle Kaizen Lina, que j'héberge sur Podium. Ça va migrer bientôt sur un autre espace, mais ça, on s'en fiche, c'est un détail technique. Et les premiers programmes que j'ai mis en place sont le décryptage du film, parce que ça aussi, ça me démangeait. C'est-à-dire que le film est tellement dense. J'ai des femmes qui l'ont vu 10 fois. Donc, il dure presque 3 heures. Il y a des femmes qui ont consacré presque 30 heures de leur vie à regarder Faut pas pousser. Et elles s'en lassent pas. Il y a énormément d'infos dans Faut pas pousser et on ne peut pas tout capter, c'est pas possible. Donc ça me démangeait à chaque fois que j'étais à une projection, ça me démangeait de faire pause et de dire vous comprenez ce qui se joue là, vous comprenez ce qu'il vient de dire. Donc je me suis dit je vais faire le décryptage. Donc le décryptage de Faut pas pousser, c'est 2/3 du film, petit bout par petit bout. Donc je projette, je vous montre l'extrait et hop, je vous explique ce qui se joue, ce qu'on a dit, ce qu'il faut comprendre. Et puis voilà, c'est décryptage, je peux pas dire mieux. Et le suivant, il me semble bien que ça a été le streptocoque B. Donc le programme sur le streptocoque B, c'est plus d'1 heure, 1h15, je pense, de vidéos. Alors c'est des vidéos qui font entre 3 et 10 minutes, où j'explique les choses de manière très pédagogique, parce que c'est mon truc, d'expliquer les choses complexes de manière simple. Parce que j'ai aussi, ça fait partie des choses qui me passionnent, et j'ai aussi enseigné dans une autre vie, et des choses qui n'avaient rien à voir avec la médecine, ou la naissance. Donc ce programme streptocoque B. Puis ensuite j'ai poursuivi avec la jaunisse, un sujet super important, on ne se rend pas compte, on a l'impression que les bébés comme ça font une jaunisse, c'est coup de pas de bol, il faut qu'ils fassent de la photothérapie, alors du coup on ne peut pas l'allaiter quand on veut, et donc on se retrouve ensuite étonné de foirer son allaitement, alors qu'en fait les jaunisses c'est fréquent, une jaunisse chez un bébé, c'est normal, en fait ils en font tous, sauf qu'ils ne sont pas forcément jaunes, mais la jaunisse, j'ai expliqué ça souvent en live et je vous le redis en quelques mots, c'est l'augmentation du taux de bilirubine dans le sang, la bilirubine étant le fruit de la dégradation des globules rouges. Et c'est normal qu'il y ait une augmentation de bilirubine, puisque quand bébé naît, il va remplacer tous ces globules rouges, parce que les globules rouges du bébé ne sont pas les mêmes que les globules rouges adultes, parce que la respiration du bébé n'est pas la même que la respiration adulte. On est d'accord que dans le ventre, il est nourri, il est alimenté en oxygène par le placenta, ça ne passe pas par les poumons, et donc ces globules rouges sont des super tankers à oxygène.
Et donc, quand il passe en mode aérien, il change de modèle de globules rouges. Donc, il renouvelle tout son stock. Donc, il génère forcément beaucoup de bilirubine, le fruit de la dégradation. Il faut qu'il évacue cette bilirubine. Et donc, pour qu'il puisse gérer ce stock de bilirubine, parce que si elle est trop concentrée dans le sang, ça risque de traverser la barrière hémato-encéphalique et de s'attaquer au cerveau. Donc, il ne faut pas que la concentration soit trop élevée. Et comment le bébé, quand on respecte la physio, gère sa bilirubine, il y a plusieurs choses. Il y a son foie qui va avoir un rôle important là-dedans. Donc, encore faut-il lui avoir laissé l'occasion de venir au monde à sa propre initiative, puisque quand on les déclenche, par définition, le foie n'est pas mature, parce que quand le foie est mature, en gros, bébé vient, quoi. Donc, en déclenchant, on augmente le risque d'avoir une immaturité hépatique, et donc un foie qui galère à gérer la bilirubine. Et puis, il faut qu'il ait un bon statut énergétique, le bébé. Donc, il ne faut pas qu'on l'agite pour rien, qu'on le stresse, il ne faut pas qu'il ait froid. Donc, un petit bonnet, en peau à peau sur maman. Et puis, surtout, il faut qu'il tète, parce que dans le colostrum, il y a une protéine qui s'appelle l'albumine, et qui va s'accrocher à la bilirubine. Et quand elles sont associées, tous les deux, elles ne peuvent plus aller embêter le cerveau. Donc, il faut que le bébé ait du colostrum. Mais qu'est-ce qui se passe en maternité? On prend le bébé, on le met en stress. Il perd de l'énergie, il se refroidit. Il fatigue, ça n'aide pas du tout la bonne mise en route de l'allaitement, alors en l'occurrence du colostrum. On ne laisse pas assez bébé en peau à peau sur maman pour qu'il tète quand il en a envie pour avoir ce colostrum, et donc il se retrouve à galérer avec sa bilirubine. Et donc, qu'est-ce qu'on propose? Plutôt que de ne pas déranger, de laisser ce petit monde bien tranquille, bébé en peau à peau, et on ne touche à rien, on ne dérange pas, on va lui coller un biberon parce que la bilirubine est évacuée par les selles. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est cette fameuse légende, que les bébés allaités font des jaunisses plus graves que les bébés biberonnés. En fait, non. Si on les laissait tranquilles et si on les laissait avoir accès au colostrum, il n'y aurait aucun problème. Mais comme on ne fait pas tout ça et qu'ils font moins caca que les bébés qui sont au biberon, parce qu'en fait, au début, ils n'ont pas besoin d'être remplis, les bébés, les premiers jours de vie. S'ils n'ont que du colostrum, c'est pas pour rien. Ils n'ont pas besoin de calories. Ils ont juste besoin de tout ce qu'il y a dans le colostrum, qui est une merveille absolue. Donc, on les prive de ça, et donc pour leur permettre de gérer différemment la bilirubine, puisqu'on les a déclenchés, le foie n'est pas mature, ils n'ont pas de colostrum et ils ont du stress, on va les faire caca. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont évacuer leur bilirubine. Donc, on leur file des biberons et on les fout sous les lampes parce que les UV dézinguent la bilirubine. Voilà, je vous ai dit l'essentiel, mais en fait, j'ai fait un programme qui dure plus d'1 heure sur la jaunisse et qui vous permet de comprendre comment l'éviter, comment la gérer, qui vous donne des chiffres, des choses, voilà. J'ai fait la même chose sur le diabète gestationnel, parce que ça aussi, le diabète gestationnel, c'est une calamité pour le sabotage des accouchements physio, parce que si on dit que tu as du diabète et qu'on te met sous insuline, on te déclenche à 38. Et puis, j'ai fait un gros travail de recherche sur l'incompatibilité Rhésus-mère-bébé, juste parce que ça me démangeait de comprendre ce que c'était, et ce que c'était que le protocole Rofilak. Pas pour dire faut le faire ou faut pas le faire, mais pour que les femmes comprennent, parce qu'en fait, vous êtes Rhésus négatif, on va vous vacciner anti-D, pardon, c'est pas du tout un vaccin, bref. Donc, j'ai travaillé là-dessus aussi. Et puis, il y a plein d'autres choses qui m'intéressaient. C'était, par exemple, le projet de naissance. Énormément de femmes qui se tirent une balle dans le pied en disant beaucoup trop dans leur projet de naissance. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose là-dessus parce qu'elles vont dans le mur en disant tout ça. Il faut comprendre les choses, savoir où on veut aller et faire équipe avec Chérie. Ça, c'est déterminant. C'est pas la peine d'attendre que les professionnels soutiennent votre projet de naissance. Ça arrive 1 fois sur 10. Globalement, ça n'arrive pas. Et plus vous dites que vous voulez de la physio, je veux un clampage tardif, je veux pas de délivrance dirigée, blablabla, vous êtes dans le collimateur et on va trouver un moyen de vous faire rentrer dans le rang. Donc j'ai fait un programme là-dessus, un programme sur bien communiquer avec les pros. Un programme qui s'appelle Le Grand Jour, étape par étape, de la première contraction aux 24 heures de bébé, comment on gère, à quel moment on part ou pas, comment on gère l'arrivée à la maternité, le rôle de Chérie. J'ai fait un programme qui s'appelle Papa's Power, dont Justine a parlé. Parce que son chéri a regardé ça avec grand intérêt, parce que c'est essentiel de faire équipe, parce que Chéri doit protéger l'espace le jour J. Maman, elle doit éteindre son cerveau. Pardon, je parle trop. Maman doit éteindre son cerveau et Chéri doit protéger l'espace. Donc, Papa's Power, il est fait pour aider les papas à comprendre pourquoi leur femme veut s'infliger ça. Parce qu'il y en a qui se demandent bien pourquoi elle veut accoucher sans péridurale. Quand on se fait enlever une dent, on prend une anesthésie. Bon, voilà. Ce à quoi je réponds, quand c'est une femme qui dit ça, que j'ai jamais envisagé de comparer mon bébé à une dent pourrie, mais chacun fait comme il veut. Et j'ai fait un programme sur le déclenchement
hyper important. Pour aborder toutes les soi-disant indications au déclenchement, donc les suspicions de macrosomie, les retards de croissance. J'ai fait un programme sur l'accouchement vaginal après césarienne, un programme sur la présentation par le siège. J'ai suivi une formation réservée aux professionnels à Paris, puisqu'en fait on m'ouvre les portes de ces formations-là, puisque je suis un petit peu connue dans le milieu maintenant. Et ça, c'est un plaisir pour moi, en fait, de recevoir des messages encourageants de la part de médecins, de chirurgiens, de sages-femmes qui me disent « Continuez, vous m'avez ouvert les yeux, vous m'avez permis de comprendre mon métier, vous me faites revoir ma pratique ». Tout ça, c'est vraiment puissant. Donc, on peut quand même considérer que je suis une experte dans mon domaine, aussi bien sur la physiologie, mais pas seulement, parce que la physiologie, c'est la phase émergée de l'iceberg. Donc, c'est essentiel de comprendre les besoins de base de la femme en travail. On peut les résumer simplement, c'est donc réduction de l'activité néocorticale, liberté de mouvement, obscurité, chaleur, ne pas avoir peur, ne pas avoir froid, ne pas se sentir observé, manger à sa faim, boire à sa soif, et voilà, et être bien, quoi. Bon, donc finalement c'est simple, sauf que pour avoir ça en maternité, il faut y aller. Donc ça, c'est une partie. Mais pour arriver à ça, encore faut-il avoir envie de vivre ça. Et pour avoir envie de vivre ça, il ne faut pas avoir peur d'une pathologie. Et si on n'a pas les connaissances, les moments dans la grossesse où on va être terrorisé parce qu'on va nous dire « votre bébé est trop petit, votre placenta est trop bas, vous avez du diabète, il va être trop gros, il va vous exploser le périnée, il est en retard de croissance, vous avez un peu de tension, vous avez des... » C'est du délire, c'est du délire. Donc en fait, tout le long de la grossesse, vous vivez ça. Comment voulez-vous arriver le jour de l'accouchement en vous disant « c'est cool, ça y est, je vais vivre le voyage, je vive le voyage, je kiffe la life et j'ai confiance ». On ne peut pas en fait. Ils vous ont saboté votre confiance tout du long. Donc moi, mon travail, c'est de vous permettre de garder confiance. Et certainement pas en fuyant les médecins et la médicalisation, mais en y allant relax. C'est-à-dire que quand vous avez Absolu Physio, et c'est ce qu'explique Justine, vous savez... ce qui va se passer, ce qu'on va vous dire. Vous avez la grille pour déchiffrer ce que les médecins vous disent et on ne peut plus vous la faire à l'envers. Voilà. C'est vraiment ça le truc. Du coup, à partir de là, vous accouchez comme bon vous semble et les médecins sont là à votre service et non pas le contraire. Vous n'êtes pas là pour faciliter et être un pion dans un planning pour aider leur organisation, ni pour encaisser des protocoles invasifs qui sont juste là pour garantir le risque médico-légal. Vous êtes là pour mettre votre bébé au monde par vous-même et les pros de santé, ils sont là à votre service. Ils ne doivent pas interférer dans le processus et ils viennent si on les appelle et si on a besoin d'eux. Voilà mon approche. Et je vois tellement de choses assez écœurantes que je suis un peu sans pitié, mais parce que on met l'obstétrique, c'est une catégorie comme l'oncologie, voilà. Il y a l'étage obstétrique, mais sauf qu'on n'est pas cancéreuse en fait, on est enceinte et la grossesse c'est pas une pathologie. Donc oui, mais des fois ça se passe mal. Bah oui, des fois on a un cancer et des fois on a un accident de bagnole, mais voilà, et à la fin on meurt tous, hein, mais enfin on n'est quand même pas obligé de partir du principe que ça va pas bien se passer. Enfin, je veux dire, sinon tu vas pas te baigner dans l'océan parce qu'il y a des gens qui se noient, hein. Et puis tu vas pas à la montagne parce qu'il y a des gens qui tombent, puis tu prends pas ta bagnole parce qu'il y a des gens qui se tuent en voiture aussi. Enfin, on fait plus rien, quoi. Donc enfanter, c'est un moment incroyable, c'est un rite de passage, c'est la venue au monde d'un être et il vous sera infiniment reconnaissant, même s'il ne le sait pas, mais dans ses cellules, de lui avoir permis de vivre la naissance qu'il mérite. Voilà ma petite formule. Je suis la seule, je crois, à faire ce travail-là, c'est ce qu'on me dit souvent, parce que je suis une obsédée de l'investigation au sens noble du terme, c'est-à-dire que je consacre une bonne partie de mon temps professionnel à étudier. Donc, je vais prochainement faire une petite vidéo sur l'absurdité de la différence de traitement entre la toxoplasmose et le cytomégalovirus, par exemple. Voilà des choses. Donc, je n'en finis pas de découvrir. Oui, on le dit assez, hein, la grossesse, c'est pas une maladie. Bah oui, mais ils font... Enfin, bon, voilà. Voilà, donc écoutez, je vais relire tous les petits mots et puis répondre à vos questions. En tout cas, je ne peux que vous encourager, mesdames enceintes, déjà à explorer la page, à commenter sous un post Freedom si vous avez envie d'avoir une formation gratuite dans laquelle il y a des choses qui sont nulle part ailleurs. En fait, j'ai eu grand plaisir à faire cette formation. Et voilà, je vous découvre grâce à Justine et j'en suis enchantée. Merci pour votre démarche, j'adhère. Merci de nous rendre le savoir ainsi accessible. Voilà, c'est vraiment ça mon truc, c'est que dans Absolu Physio, puisque c'est l'accompagnement global, donc Absolu Physio, l'expérience de la naissance, c'est ce dont parle Justine. Il y a mon film avec son décryptage, il y a le programme sur la jaunisse, le programme sur le streptocoque B, sur le diabète gestationnel, naître à la maison aussi, hyper important pour celles qui ont envie, avec ou sans
sage-femme. Donc, je parle aussi de l'accouchement non assisté. Mais merci pour vos petits mots doux. Merci. Merci. Parce que je sais qu'il y en a qui le font. Et pour moi, un accouchement non assisté, ça ne se revendique pas, ça se constate après. Et pour moi, la peur n'est jamais un bon guide. Donc, céder à la menace médicale parce qu'on a peur, ils ont réussi à nous avoir, ce qui est quand même un classique, c'est pas une bonne idée. Mais fuir la médicalisation parce qu'on a peur des médecins, c'est pas une bonne idée non plus. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de comprendre les choses et de ne plus avoir peur ni des médecins, ni de la pathologie, parce que vous comprenez. Et puis si, à un moment, il s'avère que la pathologie s'invite, eh ben, on accueille la médicalisation avec gratitude, parce qu'on sait que c'est justifié et que les médecins peuvent faire des très bonnes choses. Mais par défaut, si on a envie de mettre son bébé au monde par soi-même sans produit, il n'y a pas de problème, que ce soit un gros bébé ou pas, qu'on ait un utérus cicatriciel ou pas, qu'on soit à 39, 40, 41, 42, j'en ai même qui ont accouché à 43 semaines sans aucun problème. Donc, il faut s'enlever ça de la tête. Il y a un truc qui est important, que je répète souvent, mais sans doute pas assez, c'est le biais de panel. C'est-à-dire que les médecins, ils créent des protocoles qui sont définis à partir de l'observation de panels de femmes dont l'accouchement est médicalisé. Donc, on observe des accouchements médicalisés, c'est-à-dire péridurale, ocytocine de synthèse, lumière, stress, activation du néocortex, décubitus dorsal, etc. Et on constate que un bébé en transverse, ça sort pas, qu'il y a des dystocies des épaules. Donc là, il tire dessus et ensuite, on se retrouve avec un étirement du plexus brachial avec un bébé qui est un enfant, enfin un adulte ensuite, qui est toute sa vie comme ça, mais on croit que la médecine l'a sauvé. Il n'y a pas de dystocie des épaules quand on respecte la physio. Il y a des positions à prendre à quatre pattes ou autre, et la mère, elle le sent, et des petits gestes simples éventuellement, mais même sur des sièges, etc. Une saine lecture, c'est le guide de la naissance naturelle d'Ina May Gaskin. Cette femme est incroyable, elle a 80 ans, elle est sage-femme et donc elle a créé The Farm dans les années 60. Donc elle avait 25 ans, elle était toute jeune sage-femme. Donc ça fait 50 ans qu'elle observe des accouchements physio à The Farm, donc 3 générations. Et 0,2% de césarienne. Parfois, finalement, il faut une césarienne, mais c'est jamais en urgence. Pas de dystocie des épaules, pas de problème avec les utérus cicatriciels, pas de problème avec les sièges ni avec les jumeaux, etc. C'est vraiment, faut s'ouvrir, faut respirer avec tout ça et vous nourrir de ça. Donc moi, je suis là pour vous donner ça, quoi. Et Absolu Physio vous donne ça, avec tous les programmes qu'il y a dedans, vous regarderez le détail, plus des conférences, des interviews, des making-of du film, le film Merci le pangolin aussi, enfin, c'est plus de 40 heures avec moi et avec d'autres, et avec ça, vous êtes, voilà. Alors, salut Patricia. Je reprends depuis le début, d'accord? Tac, oulala. Salut. Cool pour l'ostéo qui me connaît. On se moque de moi quand je parle d'accouchement naturel sans péri, sans déclenchement. Bah oui, alors bon, c'est un classique. Alors c'est pas la peine d'insister, hein, en fait. Hein, on sauvera pas tout le monde. Je peux être ironique là-dessus, mais parce que c'est vrai que c'est assez énervant quand on est du côté de la raison, à savoir souhaiter un enfantement naturel et comprendre que c'est la meilleure solution et avoir envie de le vivre. Et puis si finalement on prend la péri à 5 cm, bah, c'est pas grave, c'est pas prendre ça pour un échec. Je suis pas contre la péridurale. Moi, je suis pour que les femmes qui veulent essayer d'accoucher sans aient la possibilité de le faire. Et c'est très difficile. Et je suis pour aussi que les femmes qui veulent accoucher chez elles puissent le faire aussi avec des sages-femmes pour ça. Il y a une chasse aux sorcières, c'est vraiment écœurant en fait, c'est vraiment écœurant. Alors on nous parle du trou de la sécu. Moi, mes accouchements, ils n'ont pas coûté cher. Hein. Puis on nous parle de l'environnement. Je vous dis pas le paquet de plastique jetable qu'il y a sur un accouchement médicalisé. Donc il y a du lobbyisme et une intention, une volonté de déconnecter les femmes de leur puissance. Je peux basculer dans le complotisme. Je me revendique pas féministe, mais bon, il semblerait que je le sois quand même. Je me pense plutôt humaniste en fait, parce que les hommes ont autant à faire dans cette affaire. C'est que ça reste une famille qui se construit et je digresse un peu, mais les maris qui ont accompagné leur femme à la maison sur un accouchement physio, ils regardent leur femme comme si c'était une déesse déjà, et puis ils ont un rôle à jouer, ils sont là aussi pour... Enfin, c'est beau, quoi. Enfin, moi, je suis concernée directement, parce que mon chéri m'a dit, bah moi c'est toi, moi je te suis, et donc on a fait un nana pour le premier. Moi j'appelais pas ça un nana, hein, en fait, hein, simplement j'étais bien là, je suis restée là, quoi. Enfin, dire à quel moment tu pars de la maison, j'étais sûre que ça allait... jamais eu peur, et c'est ce que je veux vous transmettre. C'est tellement merveilleux d'attraper son bébé quand on l'a mis au monde par soi-même.
Il n'y a rien de plus incroyable que ça, en fait. Quand on a vécu la tempête, quand on attrape son bébé, mais c'est le plus gros shoot d'ocytocine de sa vie, mais c'est un truc de dingue, en fait. Après ça, rien ne t'arrête. C'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Et ça facilite la suite, parce que c'est difficile de devenir parent. Mais devenir parent et maman, quand tu as mis ton bébé au monde par toi-même, que tu as senti tout ça, que tu as senti ta puissance et que tu l'attrapes, et au moment où tu regardes ses yeux, c'est ton antidouleur, parce qu'en fait, tu avais mal et hop, tu n'as plus mal. Donc, et ce regard, le nouveau-né, le regard d'un nouveau-né, c'est un truc qui est complètement démentiel. Vivre ça sans interférence, voilà, moi je souhaite ça à toutes les femmes et à tous les bébés, c'est merveilleux, quoi. Donc, qu'il y en ait qui n'aient pas envie, admettons. Je pense qu'une bonne partie des femmes qui disent non, c'est pas pour moi, n'ont pas du tout pris la peine de réfléchir à ça. Donc déjà, elles devraient regarder mon film, ce serait la base. C'est quand même fou de pas au moins avoir cette curiosité. Bon, après, la terre entière connaît pas, faut pas pousser, mais j'y travaille. Mais je pense que c'est surtout de la peur et de la méconnaissance, parce que quand on sait à quel point c'est magnifique, enfin, je compare, c'est pas une épreuve sportive parce que l'utérus est un muscle lisse involontaire, etc. Enfin bon, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique de dingue pour accoucher. Hein. On peut accoucher en dormant. Il y a des femmes complètement dénutries qui mettent au monde leur bébé sans aucune difficulté. Bref, c'est pas le problème. C'est dans notre culture où on est quand même très très dans le confort, le thermostat qui va bien, l'eau chaude. Enfin voilà, on est quand même très dans le confort. Être confronté à cette douleur qui peut, il y a des femmes qui trouvent que c'est pas de la douleur, moi je l'ai bien senti, c'est inhabituel, on n'a pas l'habitude d'avoir mal chez nous, hein. Alors moi je consomme pas d'antidouleur, il faut vraiment que j'ai un mal de crâne de dingue pendant 2 jours pour prendre un Doliprane, mais je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, c'est juste moi je préfère être connectée à mes sensations, je préfère savoir où j'en suis dans mon corps plutôt que de mettre la zone avec des produits, mais bon, un Doliprane c'est pas grave, hein, c'est... Bon, globalement, on n'a pas l'habitude d'avoir mal. Donc, de traverser ça, c'est quelque chose d'assez déstabilisant. Mais les athlètes, pour le coup, les gens qui font des marathons ou des Ironman, ça fait mal aussi, quoi. Enfin, donc, c'est ça le sens de la vie, c'est de faire des choses intenses. Et c'est la plus belle chose intense qu'on puisse faire. Enfin, c'est vraiment une chance incroyable de se sentir une déesse. C'est vraiment dommage de passer à côté de ça, mesdames, je vous le dis. Mais si vous voulez y arriver, il faut vous en donner les moyens parce que c'est pas à la maternité qu'on va vous aider. Et toutes les femmes n'ont pas forcément envie d'accoucher chez elles, déjà. Et puis celles qui le voudraient ne le peuvent pas forcément parce qu'elles ne trouvent pas de sage-femme pour les accompagner. Et donc, comment est-ce qu'on fait avec ça? Moi, mon travail, c'est de vous permettre de vivre un enfantement en pleine puissance à la maternité. En étant tellement... qu'en face, il ne bronche plus. Fini le baratin, les propos culpabilisants, anxiogènes. Voilà, j'ai accompagné des femmes qui ont accouché à 43 semaines plus 3. Bébé allait très bien. Hein. Alors là, il faut changer de maths à la dernière minute. Les contractions étaient horribles après le synto. Bah oui, tu m'étonnes. Un hématome rétroplacentaire pourrait être le résultat d'un déclenchement. C'est une bonne question, Marine. Je ne suis pas capable de te répondre. J'ai jamais réfléchi sous cet angle, mais si je prends juste ma connaissance et l'analyse, ça génère des contractions qui ne sont pas physiologiques, qui sont violentes. Et pourquoi pas que ça génère un décollement placentaire et donc un hématome rétroplacentaire parce que c'est pas physio en fait, à partir du moment où on met la zone. Donc oui, pourquoi pas que ça décolle le placenta à un endroit, donc dès que c'est décollé, ça saigne, hein, donc ça fait un caillot. Et puis ça peut provoquer une hémorragie plus importante ensuite. Je te réponds un peu au feeling là. Quand je sais pas, je sais pas. Je te dis juste le raisonnement en direct. Il faudrait que je demande à Elena. Mais parce que c'est ce que tu as vécu peut-être. J'ai toujours eu très peur de l'accouchement, mais depuis que je vous regarde, voilà, ça me fait super plaisir. Et ouais, la déconnexion avec la physio, ça c'est sûr. Il y avait aussi énormément d'infections, voilà, donc on en a parlé bien sûr. Vous connaissez... Ah, ça fout un filtre, je sais pas comment j'ai fait. Vos connaissances sont juste... C'est pas mal en noir et blanc. Oui, c'est bien, hein. Oh la vache, ouais, j'ai perdu 10 ans. 20, 30. Ah, j'ai reçu mon pouce. Vos connaissances sont juste formidables, merci. Merci beaucoup. Coucou Nina, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir en live. En plus, hier, je me disais... Bah oui, bon, là, c'est que j'avais une visio avec mes Birth Keeper Punk. Parce que donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais vous dire, si vous avez des questions, déjà, je vais y répondre avec grand plaisir. Et je vais vous dire ce que je propose aujourd'hui. Donc, le bébé est un mammifère de Michel Audin.
Ça sabote le travail de notre confiance, comme vous dites, et je trouve que tout ça fait également peur pour décider de faire un enfant. Alors, regarde, faut pas pousser. Voilà, tu t'auras plus peur de faire un enfant, parce qu'on n'est pas obligé de tomber dans le panneau, en fait. Voilà, on n'est pas obligé de tomber dans le panneau. Et moi, je suis là pour vous permettre de ne pas tomber dans le panneau. Mon travail a généré des miracles. Hein. On nous dit assez la grossesse, c'est pas vrai. Voilà, donc j'avais tout lu. C'est grâce à Justine et je l'en remercie. Je suis à 13 semaines et on me suspecte une hypothyroïdie gravidique car ma TSH augmente mais diminue aussi à certains moments. J'ai de ce fait un rendez-vous endocrinologue la semaine prochaine. Je ne peux pas répondre à ça, je ne maîtrise pas bien ce sujet-là. Ça fait partie des choses que je dois bosser. Par contre, si tu veux qu'on voit ensemble, je peux creuser. Et puis surtout, je travaille avec des pros aussi qui peuvent m'aider à y voir plus clair assez rapidement. Voilà. Mais quand je suis lancée dans mes investigations, j'ai mes habitudes de travail. Et donc, je peux trouver des logiques, en fait. Et puis, voilà, j'ai mes sources d'informations, les gens avec qui je bosse. Et puis, une espèce de logique. C'est-à-dire, j'ai accompagné, j'en ai parlé souvent, mais parce que je suis très fière de ça, une femme drépanocytaire qu'on voulait déclencher à 37 ou 38 et qui évidemment, à qui on disait péridurale obligatoire, vous n'y pensez pas, la douleur va générer une crise et blablabla. Et elle est venue vers moi et je ne connaissais pas la drépanocytose, mais j'ai travaillé la question et compris la logique de l'affaire. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'ils disent eux, là, la possibilité de faire une crise et le fait d'accoucher sans péridurale? Est-ce que c'est cohérent? Idem avec les anticoagulants, par exemple, c'est un autre sujet que j'ai un peu bossé. Ok, il faut qu'on arrête les anticoagulants et que 5 heures après on déclenche en générant une fenêtre thérapeutique. Le risque d'hémorragie est largement plus augmenté par un déclenchement que par les anticoagulants. Donc en fait, c'est que ça. Mais au tribunal, ça passe mieux. Voilà. J'avais peur d'en avoir un enfant jusqu'à vous découvrir et envisager l'accouchement à domicile. Voilà, non mais c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Parce que c'est pas la première fois qu'on me dit ça et je trouve ça vraiment génial, quoi. Suite à ce que vous disiez sur les pathologies de la grossesse. Oui, donc ce que tu me parles de... en fait, Marie, je peux pas te dire plus et puis surtout pas ici, ce serait pas sérieux et il faut que je creuse. Donc, tu peux m'envoyer un message en privé sur Insta et puis si tu veux qu'on fasse une réunion sur Zoom là-dessus, évidemment, dans ce cas-là, je prends le temps d'explorer, de comprendre et tu me donnes tes résultats et je vois avec mes sages-femmes et voilà, et on réfléchit ensemble et ensuite c'est toi qui décides. Hein, mais voilà, mais là, évidemment, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire ou pas. C'est ce que j'ai eu, 2 dystocies des épaules avec bébé déclenché. Enceinte de mon 3e, on veut me déclencher de peur de récidive, dystocie. Le mot des médecins font peur, comment savoir? Mais alors bon, alors là, vraiment, alors là, par contre, je vais te la donner, ta solution. Les dystocies des épaules ont été la conséquence des déclenchements, d'accord? Tu avais une péridurale, je présume, n'est-ce pas? Tu vas me le dire. Tu avais une péridurale, tu as été déclenché, donc tu avais une péridurale. Donc tu étais allongé sur le dos, avec un utérus qui a vite fatigué, un bébé qui a fatigué et qui n'a pas dû... Il ne pouvait pas s'engager correctement, ce bébé, puisque de toute façon, on ne lui a pas laissé la chance de venir au monde le jour qu'il avait choisi. Elle vient de là, la dystocie des épaules. Et quand ça coince au niveau des épaules, on laisse la maman se lever, elle monte les escaliers, elle les redescend. Et là, ils veulent te déclencher. Est-ce que vous voyez le piège du truc, en fait? Parce que tu as fait des dystocies, ils veulent te déclencher à nouveau, parce que peur de récidive. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? En quoi le déclenchement va résoudre un risque de dystocie? Il n'y a pas de dystocie des épaules sur des accouchements physiologiques. Alors, j'ai des sages-femmes qui viennent me cracher dessus quand je dis ça, mais je le dis sans rougir, il n'y a pas de dystocie des épaules sur un enfantement physiologique. Je ne vous parle pas d'un accouchement sans péridurale, allongé sur le dos, les pattes en l'air, avec une lumière dans la figure et des inconnus qui viennent vous coller les doigts toutes les heures. Ça, c'est pas un accouchement physiologique, ça, c'est de la torture. Ça n'a rien à voir. Physio, je vous l'ai déjà dit, pas de péri, pas de synto, obscurité, débranchage du néocortex. On mange, on boit si on a faim, si on a soif, on bouge, il fait chaud, on n'a pas peur, on est bien, on kiffe. On est dans son truc. C'est ça un accouchement physiologique. Je l'ai fait 3 fois, je vous confirme que on rentre dans la danse. J'ai jamais vraiment débranché mon cerveau moi-même. Désolée pour le filtre, là je ne sais pas comment enlever ça. Donc là, on est en train de t'arnaquer. Mais parce que c'est quoi le projet? C'est de déclencher tout le monde. Alors tu t'offres Absolu Physio. Et avec ça, tu vas t'offrir un enfantement en pleine puissance. Et puis, tu peux prendre... En fait, quand vous prenez Absolu Physio, dans la foulée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, soit sur Zoom, soit sur Telegram, pour que je vous accompagne. Je suis coach, j'aime bien ce mot-là, et je pense que c'est vraiment ce que je suis, parce que je botte un peu les fesses pour que les femmes se réveillent et comprennent que là, elles ont le choix entre foncer dans le mur ou décider de se connecter à elles et de s'écouter. C'est pas moi qui prends les décisions. Mais là, on veut te déclencher pour le 3e, c'est une pure arnaque.
Je découvre ce qu'est un accouchement physiologique et comme la plupart des femmes, l'accouchement est quelque chose qui me faisait peur. Oui, voilà, tu peux regarder, faut pas pousser. Connue par Justine, je suis enceinte de 6 mois et j'ai toujours été tétanisée par l'accouchement. Je me sens plus à l'aise depuis que j'ai découvert votre compte. Voilà, génial. Bah génial. Bah regarde, faut pas pousser. Vous allez kiffer en fait. Hein. Celles qui sont à terme, regardez, faut pas pousser parce qu'ils déclenchent le travail. La séquence de fin, c'est la naissance de mon troisième. C'est un tel shoot d'ocytocine. Alors il n'y a pas que mon nombril hein, dans le film évidemment. Hein. C'est un gros travail d'investigation et de voilà, c'est mon métier à la base. Hein. J'ai bossé en télé pendant 10 ans. Mais la séquence de fin, c'est la naissance de mon troisième que vous avez vu vite fait au début du live. Et c'est un shoot d'ocytocine de dingue. Et donc, c'est régulier qu'on me dise, on a terminé le film et je me suis mise en route une demi-heure après. On doit te déclencher. Regarde plutôt, faut pas pousser. Merci pour la coiffure. Comment t'as fait pour ne jamais avoir peur alors que partout on nous dit que l'accouchement c'est un film d'horreur? En fait, je m'en fous un peu de ce que disent les gens en général. J'ai jamais trop fait exactement comme tout le monde, du coup, je m'en tape un peu. Je dois accoucher dans un CHU, mais il n'y a qu'une salle nature, ce qui réduit mes chances de pouvoir en bénéficier. Alors, ça aussi, j'en parle dans Absolu Physio. En fait, tu t'en fous de la salle nature. Tu t'en fous de la sage-femme, tu t'en fous de la mater type 1, type 3. Pour moi, le meilleur établissement, c'est celui qui est le plus proche de chez vous, pour rester le plus longtemps possible à la maison. Et si tu es dans ta bulle, avec des lunettes noires, hein, ça c'est cadeau, hein, les tuyaux, hein, lunettes noires, casque avec le bruit des vagues. Et c'est Chérie qui mène la danse. Hein. Tout ça, je le dis dans le grand jour. De la première contraction aux 24 heures de bébé, comment on gère ça pour être pas dérangé. Donc Chérie a un rôle hyper important. Et là, en fait, tu t'en cognes complètement de la salle nature. De toute façon, on ne laisse pas accoucher en salle nature. Donc en fait, tu vas te planquer dans les toilettes. Parce que c'est terrible. Salle nature pour le travail, mais ah là là, ça y est, il arrive, on va passer en salle d'accouchement. Et ça, c'est vraiment le piège atroce. T'étais bien, t'étais dans ton truc, on ne dérangeait pas. Et quand ça... Donc là, mesdames, ne dites rien quand ça pousse, vous ne dites rien. Le meilleur moyen que la phase d'expulsion se passe bien, c'est de surtout pas rebrancher le cerveau, pas être dérangé. Ah, ça pousse tout seul. Hein. C'est pour ça que mon film s'appelle Faut pas pousser. T'as pas besoin de quelqu'un qui dit ah, pousser, bloqué. C'est vraiment n'importe quoi ça. Hein. Quand t'es physio, hein. Vous le voyez dans le film avec cette dame Aipos en Nouvelle-Guinée. Donc c'est un film qui date des années 70. Donc j'ai retrouvé l'auteur, Michel Audin en parle, et j'ai retrouvé l'auteur et je lui ai demandé s'il pouvait me confier les images pour illustrer le propos de Michel Audin. Il m'a fait cadeau de son film. C'est quand même magnifique. Et cette femme, elle est allongée dans les fougères. Deux contractions réflexes et le bébé il sort. Quand on ne dérange pas, c'est ça qui se passe. Alors sur un premier, des fois, il faut s'y engager un peu, mais tu modères toi-même ton périnée en tenant la tête du bébé, t'écoutes tes sensations. La sage-femme arrive, mettez-vous dans l'autre sens, mettez-vous sur le dos, allez-y, bloquez, poussez. Rien de tel pour se déchirer, quoi. Mettez-vous bien dans ce mood-là, vous n'avez besoin de personne pour accoucher. Et donc, ils sont là au cas où. Mais le meilleur moyen que ça se passe bien, c'est qu'on vous fiche la paix. Lunettes noires, le bruit des vagues, et Chérie qui est là, juste pour écouter ce que vous avez à lui dire. Donc, vous préparez l'interaction avec lui. C'est de lui prévenir avant, on travaille avant, de dire ok, si je dis ça ou si je fais ça, ça veut dire que... Mais qui parle pas en fait. Je fais une formation pour les birth keepers, donc c'est ma formation doula à moi, c'est les birth keepers punk. Et on en rigolait là, c'était le récit d'une maman, il reste 2 minutes. Son mec arrêtait pas de lui dire une vague après l'autre, chaque contraction te rapproche de notre enfant. Et il arrive un moment quand tu es en fin de dilatation où tu n'as juste pas envie qu'on te parle. Et lui, il était à fond dans ses mantras à la con, appris avec sa doula. Ta gueule. Elle lui a dit de la boucler. Faut plus parler en fait. J'ai déjà les larmes aux yeux rien qu'à vous écouter. On ressent la puissance à travers mots. Merci. Avez-vous des recos? Pour la salle nature, achète, offre-toi Absolu Physio et regarde le programme Le Grand Jour. Je vous laisse, voilà, dans 1 minute 20, ça va couper. Regardez ce que c'est qu'Absolu Physio. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je me ferai une joie de vous répondre. En tous les cas, à ce qu'on dit, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pendant votre grossesse. Ensuite, au moins, regardez le film. Et puis ensuite, il y a le kit physio qui est plus petit. Et il y a le kit physio clock pour celles qui sont à 37 semaines là. Dans mes accompagnements en sophro-périnata, je parlais d'intensité plutôt que douleur. Oui, après, moi, j'ai bien morflé, mais effectivement, c'est bien de parler d'intensité. Je voulais tellement accoucher sans péri à la maison, mais sur le moment, à cause d'une arythmie, j'ai été amenée à... ouais. Contraption. Alors, je suis désolée, j'aimerais tout lire et ça va couper.
possible de ne pas avoir de déclenchement dans le cas d'une préclampsie? Bah ça, il faut qu'on le voit en détail. Ça dépend. En fait. Enfin, je peux pas répondre à ça. C'est vraiment une préclampsie ou pas? Mon accouchement qui a fini en césarienne à cause de ça. Bah oui. Bah, je voudrais vous répondre à toutes, mais là, j'ai plus le temps. Si j'avais voulu attendre, ça aurait été césarienne obligatoire. Ouais, je suis désolée. Bonjour Nina, j'ai acheté ton film et j'ai pu accoucher hier soir sans péridurale. J'ai douillé, mais je suis arrivée grâce à tous tes conseils. Merci pour ton travail. Ça va couper. Merci, merci, merci. Mon premier, c'était césarienne, 35 heures de travail déclenché pour cholestase gravidique. Et la deuxième, pas de cholestase, arrivée spontanée. Ah là là, 5 heures de travail. Je suis dans ma bulle d'amour et tellement fière de ce que le corps...